Donc oui, bah, comme disait Talia, donc moi je suis ingénieure chez Thales, donc juste parce que c'est un petit lien avec ce que je vais vous raconter. Vous m'entendez bien? Ça va? Ouais. Si je parle trop vite, vous me dites. Parce que des fois je m'emballe. Donc Thales, c'est une boîte hein, de siège social en France, 80 000 salariés un peu partout dans le monde, 40 000 en France. Une boîte pas mal, une boîte d'ingénieurs avec un peu quand même, mais il y a aussi des ouvriers techniciens, un peu de manufacture, un peu de production, mais c'est de la production, c'est pas de la grande série, hein, c'est de la production ponctuelle. Euh, donc, je voulais développer quatre points dans mon intervention qui me semblent illustrer les contradictions du modèle capitaliste tel qu'on le vit aujourd'hui, en particulier dans ce modèle là où la nation se place un petit peu au service des détenteurs du capital. Et je vais le faire à partir d'expériences personnelles et collectives voilà, de ma boîte, hein, du groupe aussi, de la métallurgie, puisque c'est la branche dans laquelle j'ai un mandat syndical et puis un petit peu au-delà, on va le voir tout à l'heure. Alors peut-être un peu un avertissement entre guillemets, hein, ça n'a pas vocation à être universel. Ce sont des exemples que je vis un peu tous les jours et donc on parle d'une boîte française. J'imagine on pourra en parler au cours de la discussion que chaque État développe un capitalisme d'État un peu différent. Euh, et puis quand on se dirigera gentiment vers la conclusion, Talia, tu me diras si je déborde, mais donc j'évoquerai quelques points d'appui à partir desquels on pourrait réfléchir peut-être l'avenir dans une perspective de transformation sociale qui prioriserait l'humain et la planète. Alors, bon, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, donc je vais passer rapidement pour m'attarder un peu plus sur ce qui est sur peut-être les parties un peu plus originales. Néanmoins, le premier point que je voulais mentionner, qui a déjà été évoqué, c'est forcément la partie bon, que fait l'État avec ses finances. Et je voulais commencer par qui a un impact sur les entreprises. Et je voulais commencer à parler des infrastructures, en fait. C'est-à-dire transport, le réseau routier, je mets dedans l'énergie, la poste, etc. C'est vraiment pourquoi je parle de ça, parce que c'est un élément vraiment fondamental, en fait, dans la compétitivité de nos entreprises. Et pour l'illustrer, je vais l'illustrer rapidement parce que ça a quand même été déjà largement évoqué. Bon, il se trouve que je suis allée travailler par exemple en Malaisie. En Malaisie, vous avez Kuala Lumpur, la capitale, vous avez deux lignes de métro. C'est pas les mêmes opérateurs. C'est pas les mêmes opérateurs, c'est-à-dire que pour passer d'une ligne à une autre, en fait, déjà, il n'y a pas d'interconnexion, il faut sortir, il faut redescendre, et puis, donc, il faut racheter un ticket parce que c'est pas les mêmes opérateurs, etc. C'est vraiment pas du tout, voilà, enfin, c'est pas du tout efficace. Donc, c'est des endroits où l'État est moins investi, a moins réfléchi la cohérence, interopérabilité, etc. Et c'est comme ça dans tout le pays. La question de la sécurité aussi, sur la question postale. On s'en rend pas compte parce que chez nous, on a l'impression que c'est naturel et c'est comme ça de tout temps. Mais vous allez dans des pays où ces infrastructures sont moins développées et le transport postal qui est important. Nous par exemple, on fait des cartes bancaires. Donc il faut une fois qu'elles sont produites, il faut les acheminer jusqu'à destination finale. Et du coup, il y a des questions de sécurité énormes qui se posent quand le réseau est pas très sûr. Et du coup, ça coûte très très cher en fait aux entreprises d'acheminer tout ça de façon sécurisée jusqu'à leur destination finale. On se rend pas trop compte, mais bon, c'est comme ça. Du coup, moi, je me dis, bah, en France, super, on a réfléchi à tout ça, c'est très pratique et tout ça. Sauf qu'à un moment, bah, l'État commence à se désengager de toutes ces structures un petit peu publiques qui servent à la fois pour les personnes et les entreprises. Et donc, c'est un peu une épine dans le pied, en fait, à l'activité des entreprises. D'ailleurs, mon PDG, Patrice Cagne, pour pas le nommer, justement, il parlait de la question de l'énergie, puisque l'énergie devient dérégulée, enfin, le prix, voilà, n'est plus plafonné. Et du coup, ça devient une vraie question de se dire, bah, ici, en Europe, l'énergie est très chère. Aux États-Unis, bah, elle est beaucoup moins chère, donc on va délocaliser. Enfin, délocaliser. On va dire développer notre activité industrielle là-bas. Euh, alors, évidemment, et ça a été évoqué aussi, ils se désengagent de cette partie-là, mais en même temps, il y a des aides aux entreprises énormes.
250 milliards d'euros à peu près. Enfin, ça dépend. Je sais pas, vous avez peut-être vu Fabien Gay, enfin voilà, jongler un petit peu avec les chiffres. Personne n'a le même chiffrage. Bon, on est autour de 200 milliards d'euros. Frédéric l'a évoqué tout à l'heure. Et tout ça pourquoi? En fait, effectivement, pour financer des plans sociaux puisque alors ça, on en a vécu, on a tous vécu. Donc cet argent va directement soit dans les poches des actionnaires, soit pour financer les plans sociaux. Donc c'est des compétences qui s'en vont. Financer le CIR, hein, le crédit impôt recherche. Donc Thales, en gros, je dévoile pas de grands secrets. On fait 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 2 milliards d'euros de marge, et on perçoit un crédit d'impôt recherche de 171 millions d'euros. Euh, on n'aurait pas besoin, hein. Chômage partiel, on évoquait le Covid. Chômage partiel, on a touché de l'argent pour le chômage partiel pendant le Covid. Donc les gens, en gros, et certaines équipes qui ne travaillaient pas, ça s'est soldé par le vendredi. Le vendredi, ils ne travaillaient pas. Donc on a reçu de l'argent pour ça. Et puis les gens, en fait, bah, effectivement, ils avaient des petits messages sur les ordinateurs, fallait pas qu'ils appuient sur le bouton un vendredi. Seulement, qu'est-ce qu'ils faisaient? Bah, ils travaillaient un peu plus les jours de la semaine, ou ils travaillaient le samedi et le dimanche, et voilà. Donc ça, c'est chômage partiel. Et alors aussi, en ce moment, et je vous invite vraiment à aller regarder dans vos régions, surtout si vous habitez dans le nord, en Nouvelle-Aquitaine ou dans le sud, là, donc plutôt pour des personnes qui sont en visio. Euh, en PACA, là, il y a beaucoup d'argent en ce moment qui est donné comme ça, très, très gracieusement, sur des technologies. Et là, on parle euh, de boîtes qui se développent autour de solutions, on va dire, vertes, d'énergie verte, les batteries lithium-ion, etc. La fabrication d'hydrogène, j'en passe et des meilleurs, et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'argent public qui est donné pour créer ces entreprises, qui sont parfois des entreprises qui démarrent sur des technologies déjà obsolètes pratiquement. La batterie lithium-ion, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, pose des problèmes. Pose des problèmes et il y a énormément d'argent qui sont investis, enfin publics, hein, qui sont donnés pour que les boîtes se développent là-dessus avec un avenir un peu questionnable en fait, hein. Donc voilà. Et donc, alors, enfin, je vous dis, je vous invite à aller voir parce qu'il y a des débats publics, en fait, qui sont organisés par la Commission nationale du débat public. Une sainte institution, d'ailleurs, et c'est un des sujets qu'il faudrait regarder parce que on a parlé de démocratie, mais en ce moment, enfin, vous avez peut-être vu, je sais pas si vous suivez les débats à l'Assemblée nationale, mais il y a les lois de simplification, je m'appelle simplification économique, je sais plus comment ça s'appelle, donc qui vise à supprimer tout un tas d'agences, les Césaires ont failli y passer, etc. Et les attributions de cette Commission nationale du débat public qui est censée gérer le débat public autour des projets industriels au-dessus d'un certain montant qui ont des impacts environnementaux sur les territoires. Dans cette commission, et l'existence de cette commission était visée par les lois de cette loi de simplification. Donc il y a un vrai sujet démocratique parce que c'est un endroit où les citoyens peuvent vraiment s'approprier les sujets technologiques et puis donner leur avis. Euh, Tout ça, évidemment, alors ça se couple avec une fiscalité avantageuse pour les entreprises. On a parlé des brevets. Donc, en France, il y a beaucoup de brevets. On n'a plus beaucoup d'industrie, mais on a beaucoup de brevets. Et donc, il y a un dispositif fiscal qui a été mis en place en 2019 qui s'appelle alors la Patent Box. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle, la boîte brevet. Enfin, donc, en fait, les revenus qui viennent des brevets, en fait, sont enfin, hautement défiscalisés puisque enfin, il y a une fiscalité très très basse ça passe de 25 à 10. Ça passe de 25 à 10 et nous, ça nous a permis, donc dans la société où je travaille, dans le groupe Thales, ça a permis d'économiser 56 millions d'euros, enfin de ne pas verser à l'État 56 millions d'euros sur 2 ans. Bon voilà, donc c'est l'utilisation, mais ça c'était fait, donc c'était juste pour illustrer l'utilisation, une utilisation de l'argent largement orientée vers le capital et puis une boucle retour en fait, sans être complètement aux abonnés absents, qui est en tout cas pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être pour permettre au système de s'entretenir. Ça m'emmène sur le deuxième point qui est l'utilisation de la valeur créée et de sa répartition.
Donc la première chose que voit un salarié, c'est la question du salaire. Donc chez nous, boîte d'ingénieurs, on a fait, par rapport à l'inflation, on a perdu 5% en 3 ans. Donc du pouvoir d'achat. Ceci dit, par rapport à une inflation, par rapport à l'IPC qui est déjà voilà, indice des prix de la consommation, dont on pourra parler Fred, qui a des défauts en plus, qui est très bas. Bon, on va pas parler des indices maintenant, mais en tout cas, c'est ce sur quoi se basent les directions pour fixer les augmentations de salaire. Bon, quand on va faire les courses, on s'aperçoit très rapidement que cet IPC, il est quand même très en deçà de l'inflation réelle. Bref. Donc il y a une vraie lutte sur les salaires, hein, c'est les premières luttes qu'on voit. Parce que pourquoi en fait? Parce que ce décalage entre cette non-augmentation des salaires et puis les richesses créées commence à se voir. Alors elle se voit d'abord par on va dire, les salaires mirobolants, enfin, et les primes que se versent les dirigeants des entreprises, et l'argent qui revient au marché financier. Euh, en particulier, bon, je vais vous évoquer un exemple rapide, hein. Chez Thales, donc, on fait du spatial. Il y a deux entreprises qui sont capables de faire enfin, des satellites, de monter des satellites en France. Donc, il y a Airbus et puis Thales, qui sont toutes les deux en difficulté. Et du coup, 4000 salariés en France. L'année dernière, oui, il y a un an et demi, ils décident il y a un grand plan de suppression de un quart de poste, 1000 salariés. Alors qu'en même temps, alors le spatial, c'est important parce que, surtout en ce moment, donc le spatial, c'est les télécoms et puis les sujets de défense. Par exemple, l'Ukraine s'était fournie auprès d'Elon Musk là, donc Starlink, hop, et puis en pleine guerre, vous avez peut-être suivi, clac, ils coupent les services, donc ils n'avaient plus rien. Euh, la même chose chez nous en fait. Et l'Union européenne a décidé de lancer sa constellation de satellites qui s'appelle Iris-Carré. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc le contrat a été signé il n'y a pas très longtemps. En fait, en Europe, il y a voilà, les deux industriels que je vous ai mentionnés, Airbus Thales, qui sont capables de le faire, 300 satellites à faire. Et en même temps, on supprime un quart des effectifs. C'est super. Et donc la direction après elle dit bah, on ne saura pas faire parce qu'on n'a pas assez de personnes. Bon. Puis l'outil industriel n'est pas bien adapté, etc. Cette question-là du spatial, elle est intéressante à plusieurs titres. Bon, déjà, les salariés, on a une perte de compétences énorme dans l'entreprise. Alors pourquoi ils font ça? Parce qu'en fait, on n'atteint pas le taux de profitabilité qui avait été annoncé au marché. Un taux à peu près à 7-8%, un truc qui n'existe pas en fait dans ce genre d'industrie. Euh, hop, pour satisfaire les marchés financiers, on enlève des gens. Sauf qu'en fait, les pertes de compétences que ça entraîne fait que on n'a plus personne. En fait, on n'a plus personne pour répondre aux appels d'offres. On n'a plus personne qui savent faire. Donc en fait, et alors, j'avais un collègue qui vient de partir à la retraite qui me disait, bah, dans les années 80, un taux de profit à 0%, enfin, on était positif, on était même à l'équilibre et on était très content avec ça. Et ça permettait d'envisager des choses, des projets à long terme, etc. De faire de la recherche et développement, ce qui aujourd'hui n'est plus le cas parce qu'il y a ces niveaux d'exigence redoutable qui fait qu'on va dans le mur on perd ses compétences. Alors ça fait des coûts de non-qualité parce que du coup on fait faire par des sous-traitants et puis quand ça revient il faut tout refaire et il n'y a plus personne qui sait faire. Et par exemple, enfin sur des technologies très précises en fait les personnes elles sont parties parce que se disent qu'est-ce que c'est que cette entreprise en fait. Donc elles partent ailleurs. Et du coup, on sait plus faire. Et on sait plus faire. Et pour former des gens, pour faire ce que les personnes qui sont parties savaient faire, c'est 2 ans. C'est 2 ans. Et alors, on en revient à la question écologique, c'est-à-dire que pendant les 2 ans, il y a un tas de rebuts. Et le taux de rebuts dans les entreprises augmente de façon considérable. Et donc, sur la question environnementale, c'est quelque chose à creuser. Et ça augmente pourquoi? Parce que les gens, ils savent plus faire, en fait. Ils savent plus faire. Ça va aussi de pair, mais ça, bon, on l'évoquera peut-être un autre jour, mais la question des filières scientifiques là qui sont un petit peu, enfin voilà, qui souffrent un petit peu du manque de vocation parce que tout le monde veut faire commerce parce que c'est plus rentable. Et du coup, enfin, il y a une vraie question qui se pose sur qu'est-ce qu'on va savoir faire dans ce pays, quoi.
Donc, il y a une question de destruction du capital humain. Je voulais juste revenir sur la question de la pression des marchés financiers. Donc, cette année, Thales a versé plus aux marchés financiers, c'est-à-dire 1 milliard d'euros, qu'il n'a investi, en fait. Donc, l'investissement industriel est moindre que ce qui a été versé aux marchés financiers. Alors un petit truc, une petite parenthèse un peu cocasse quand même, c'est quand l'État passe commande, parce que l'État chez nous est actionnaire, donc il veut récupérer de la profitabilité, mais en même temps il est client, donc il voudrait que ce soit pas trop cher. Donc il y a eu un épisode récent là, il y avait le ministre des Armées qui disait bon, on aimerait bien un prix pas trop cher, mais en même temps il y a Bercy qui voudrait bien que la marge monte. Voilà, bon, petite contradiction. Euh, Deux petits points. Donc, capital humain, on a vu, juste pour vous dire quand même, le gâchis, le terme gâchis a été employé dès le début par Thalia, hein, mais c'est vraiment ça, vraiment, enfin, moi, ce que je me dis depuis le début de ma carrière, c'est le gâchis. Capital humain, la formation initiale d'un élève, à l'époque, hein, d'un élève à l'époque où j'y étais, ça fait 25 ans, d'un élève en classe préparatoire, c'est 3 fois plus cher qu'un élève, enfin c'était 3 fois plus cher, je sais pas trop ce que c'est maintenant, qu'un élève à la fac. Ces élèves-là, beaucoup, hein, voulaient faire les yeux qui leur brillaient avec de la recherche publique sur des trucs super intéressants. Machin. Bon, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place, c'est très mal payé. Enfin, c'est un parcours du combattant incroyable. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va travailler dans le privé. Alors, il y a des boîtes qui ont, voilà, oui, il y a des sujets intéressants, mais c'est pas tous le cas, quoi. Donc c'est un gâchis énorme parce que pour faire des tableaux Excel, il n'y avait pas besoin de faire tout ça. Euh, Sans compter le chômage qui arrive à 50 ans, et puis bon, le manque de perspective, etc. Euh, bon, donc effectivement, cette partie de gâchis, ça touche le capital humain, mais aussi, comme on l'a évoqué, ces questions de rebut et de non-savoir-faire industriel qui nous pend au nez, quoi. Donc c'est des systèmes qui finalement ne sont pas efficaces. Et moi, à la base, je suis pas du tout ingénieur. Enfin, à la base, j'étais pas du tout ingénieur dans la science du numérique, hein, mais aujourd'hui c'est le cas. Mais moi, je suis ingénieur agro. Je suis biologiste en fait. Pour les biologistes, les systèmes non efficaces ont une durée de vie assez courte. Ils sont remplacés, ils sont supplantés par des trucs plus efficaces. Donc j'espère que voilà, hein, j'espère que la vie économique s'alignera sur la biologie, parce que c'est souvent comme ça en fait. Avant d'aborder mon quatrième et dernier point, donc, avant de passer aux perspectives, je voulais quand même m'arrêter sur l'intelligence artificielle. Compliqué de faire sans quand on parle de nouvelles technologies. Et peut-être deux points, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, hein. L'intelligence artificielle déboule dans nos pratiques professionnelles un peu sur tous les points. Alors c'est quand même bon, ça pose plein de questions. On va pas les évoquer aujourd'hui, mais enfin quand même dans la défense, la question est de poser, savoir si la décision de tirer, ça va être une intelligence artificielle ou pas. Et j'ai une copine qui me disait, elle travaille au ministère de la Justice, que les décisions de justice, ça y est, 1er janvier 2026, c'est l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, ça pose, il y a enfin là, je pose des questions parce évidemment, les organisations syndicales se saisissent, dont la plus ancienne, se saisissent de ce sujet. Donc, c'est plein de débats. Ça peut être très bien, ça peut être très mal, etc. Mais il y a quand même deux sujets. Pour parler là de ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est la première chose, c'est les compétences. C'est-à-dire que pour alimenter l'intelligence artificielle, aujourd'hui, il faut quelqu'un pour l'alimenter, pour l'entraîner, etc. Et puis, quand l'intelligence artificielle va faire à la place des gens, il n'y aura plus personne qui aura la compétence. Et du coup, qui c'est qui va alimenter l'intelligence artificielle? C'est une question. Une autre question qui va nous entraîner sur le découpage, le travail à la découpe qu'évoquait Marie-Claire, c'est la question des composants. Parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, c'est quand même que de l'informatique, et l'informatique se base sur des composants. Or, aujourd'hui, effectivement, on a fait le choix de ne pas développer, à part ST Microelectronics, de ne pas avoir en Europe, en tout cas, de fabricants de puces et de composants. Donc, tout est fait hop, à Taïwan. Vous voyez l'endroit qui est un peu chaud là, sur la planète. C'est pas un peu chaud parce que c'est en bas de la Chine, c'est un peu chaud parce qu'ils font des composants. Enfin, peut-être, hein.
Bon, et donc, si on n'a pas les composants, ça veut dire qu'on n'a pas la maîtrise vraiment de ce qui se fait parce que, il y a plein de possibilités de mettre des backdoors et des machins, euh, de pouvoir pirater en fait tout ça. Donc, imaginez bien nos solutions IA une fois qu'on aura, enfin, qui reposent sur des composants qu'on ne maîtrise pas dans des situations géopolitiques tendues. Voilà, bon, ça pose des questions. Ça pose aussi la question de, en fait, suite au découpage du travail, bah, on devient un petit peu dépendant des pays que nous exploitions. Alors bon, quand on dit nous, c'est, enfin, nous, est-ce que c'est le capital ou nous, population? C'est une bonne question, hein. Enfin, euh, mais voilà, c'est pas inintéressant comme. Et donc j'en viens au dernier point qui est l'extension. C'est mon dernier point, je crois. Oui, c'est ça. Après, donc l'extension géographique de nos activités et le travail à la découpe. Je pense que alors c'est une arme à deux tranchants, à double tranchant, et je pense qu'on le peut-être qu'on n'exploite pas assez les possibilités que ça nous donne à nous qui souhaitons. Voilà, transformer un peu les choses. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, on est passé, le capitalisme au départ, c'était hop, on met tout le monde dans un atelier du Faubourg Saint-Antoine. Aujourd'hui, on a un atelier monde. C'est-à-dire que grâce aux nouvelles technologies, en fait, grâce au sens, à la révolution informationnelle, enfin, en tout cas, la visio, moi, dans ma pratique quotidienne, je parle plus et je suis plus proche de mon collègue au Brésil ou d'un autre à Singapour que du gars qui est en face, qui est en face à l'étage du dessous, quoi. Et ça, je trouve que ça, enfin, bon, je reviendrai un petit peu après dans les perspectives, ça ouvre des, enfin voilà, on a beaucoup dit, le capital essaye de nous séparer, de nous isoler. Bah là, ça crée des liens entre pays, en fait, qu'on pourrait peut-être creuser un petit peu. Bon, hormis ça, qu'on on verra tout à l'heure, juste dans pas longtemps, j'ai bientôt fini. Euh, Qu'est-ce que ça fait, cet éclatement du travail et le fait qu'on délocalise, aujourd'hui, on délocalise l'activité d'ingénierie. Avant, c'était beaucoup la question de la production, et maintenant, et du fait de ces nouvelles technologies, quelqu'un peut travailler n'importe où. On fait du télétravail n'importe où, hein. Donc, moi, je peux travailler pour une boîte brésilienne en étant à Paris, voilà, ou le contraire d'ailleurs. Donc il y a ces contraintes spatiales là, qui n'existent plus, ou moins. Et en tout cas, mais qu'est-ce que ça fait en termes de... donc, il y a cette délocalisation des activités d'ingénierie. Or, pour l'instant, dans ces activités-là, bon, il y a un savoir-faire, donc il y a une marche à monter. Et pendant que la marche est montée, donc c'est des entreprises et c'est surtout les salariés français qui forment les salariés étrangers, là, enfin, dans mon cas. Il y a des coûts de non-qualité quand même qui sont associés à ça. Parce que du coup, le code revient, parce qu'on parle de code informatique, le code revient, il est un petit peu pas super bien foutu, en attendant que les salariés là-bas, ils montent en compétences. Donc, il faut refaire. Coût de non-qualité, tout ça, on en a déjà parlé. Et puis les salariés là-bas, ils acquièrent la compétence. Et puis en fait, bah, quand ils acquièrent la compétence, ben, en fait, souvent ils sont rachetés enfin ils sont pas rachetés, ils vont dans des entreprises qui les payent mieux. Et du coup, ça fait un turnover incroyable. En tout cas, c'est la situation dans ma boîte. Et donc, il faut refaire à chaque fois, quoi. Juste un dernier point là-dessus sur cet aspect division du travail, la question des approvisionnements, l'approvisionnement, les fournitures. Et c'est très drôle. Alors, je sais plus qui en parlait. Donc, ma boîte fait de la défense. Une grosse, là, en ce moment, on a beaucoup réorienté sur la défense parce qu'évidemment, ça marche très bien. Donc, on fout le bordel partout. Enfin, c'est-à-dire, c'est la guerre partout. Mais c'est embêtant parce qu'on a quand même besoin, effectivement, de tous ces matériaux là qu'on trouve en Afrique, dans tous ces pays, etc. Mais alors, c'est embêtant du coup maintenant, parce que donc il y avait le directeur des approvisionnements qui arrive avec une grosse carte, voilà, une carte monde, et puis qui nous dit, bah, il y a des conflits là, 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 il y en a là, 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 là. Donc c'est très compliqué maintenant pour s'approvisionner dans tout ce dont on a besoin en fait. Bah oui, parce que en fait, c'est compliqué parce que c'est nous qui vendons les armes pour faire. Bon, voilà. Donc, j'en viens à la conclusion, enfin, les points d'appui. Parce que voilà, je sais pas si c'est ressorti, mais que c'est quand même des choses assez contre-productives qui se sont mises en place. Voilà. Là-dedans, il y a je voudrais voilà, évoquer avec vous deux points d'appui.
qu'on a expérimenté chez Thales là, enfin c'est pas chez Thales, c'est la CGT pour pas la nommer, mais on a droit quand même puisque c'est factuel. Donc un combat de la CGT qui s'est soldé par une réussite. Donc on parle beaucoup d'échecs, mais là c'était une réussite et qui s'appuie sur la formation et le développement des compétences des salariés. C'est-à-dire que le capital a eu besoin de monter en compétence, faire monter en compétences et en formation les salariés. Euh, bon, eh bien, on en profite. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a cette formation et cette compétence technologique qu'on a acquis, ben, il y en a qui se disent, bah, au fait, on pourrait peut-être se servir de ce qu'on sait faire pour faire autre chose que de balancer des bombes sur la tête des Yéménites. Bon, et donc je vais vous parler rapidement du cas, voilà, du cas d'école. En 2012, donc Thales, donc anciennement Thomson CFC, veut se séparer de sa filière imagerie médicale. Donc 300 emplois qui vont fermer, la CGT s'en empare, grosse bataille syndicale, voilà. Et puis se rendre compte, les camarades de l'époque se rendent compte qu'en fait, il n'y a plus d'industriels en France qui savent faire ça. Très rapidement, bon, ils ont sorti un petit bouquin sur pas de soins sans industrie. Il y a un vrai lien entre l'industrie et les services publics. Donc ils s'aperçoivent que bon, comme il n'y a pas d'industrie en France qui sait faire ça, en fait dans les hôpitaux, qu'est-ce qu'on a? On a des trucs américains et des trucs suisses avec des contrats de maintenance hyper chers, machin. Tous les hôpitaux peuvent pas se les procurer. Ça met une désorganisation incroyable et un énorme trou dans la sécurité sociale parce que c'est cher. Bref, donc ils montent un dossier comme ça, là, ils montent un dossier pour dire, bon voilà, nous, ce qu'on propose, c'est de faire un centre de prototypage pour que les PME puissent utiliser le savoir industriel de Thales et on va discuter aussi avec les hospitaliers du coin pour savoir qu'est-ce qui correspondra le mieux à leur pratique. Bon, ils montent ce truc et puis ils le poussent un peu partout, machin, et au comité stratégique de filière. C'est pour ça que même si et c'est souvent ce qu'on fait, hein, parce que même si les choses sont imparfaites, il faut pousser les murs. En fait, moi, ce que j'ai appris à CVT Thalès, c'est poussons les murs et puis voilà. Poussons les murs et essayons de faire avancer les choses. Et arrive le Covid, encore mieux. Arrive le Covid et donc il y avait le dossier de la CGT Thalès là, et le ministre de la Santé se dit ah putain il faut qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on fasse quelque chose, voilà. Et donc le seul dossier qu'il y avait sur la table du Conseil stratégique de filière santé, c'était le dossier Thalès. Donc, je vous le fais, là, je passe très rapidement, mais aujourd'hui, en fait, donc on a le projet a abouti. Thales met de l'argent, la CGT est actionnaire et fait partie c'est une coopérative. Donc la CGT a mis de l'argent aussi, les hospitaliers aussi. Donc c'est un truc qui marche quoi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a reproduit parce qu'effectivement les jeunes sont super intéressés. Nos technologies qui sont développées pour le militaire peuvent servir pour tous les acteurs qui souhaitent protéger de la protection de l'environnement, l'ONF, les pompiers, tout ça. Donc, on a discuté avec eux. Effectivement, ça pourrait se faire. Et les jeunes sont très, enfin, il n'y a pas que les jeunes, mais en particulier les jeunes sont très intéressés parce que le sens de leur travail, ils préfèrent effectivement que ça aille là-dedans plutôt qu'autre chose. C'est pas majoritaire, mais on en reparlera, mais ça existe quand même. Et je crois que la valeur de l'exemple est importante. Euh, Deuxième point, et j'ai bientôt fini, la mondialisation des échanges entre salariés. Je vais juste vous évoquer un truc. Il y a la mondialisation du travail fait que bon, on est arrivé à pousser la création d'instances mondiales aussi, c'est-à-dire européennes, avec les comités européens. Et puis, il y a quelques comités mondes qui commencent à se créer. C'est très intéressant cet endroit-là parce qu'il n'est pas toujours exploité à son niveau, enfin au niveau où il devrait, mais quand même c'est intéressant parce que là-dedans, donc on discute avec les collègues d'ailleurs et puis on se rend compte que les bases sociales sont pas exactement les mêmes, les bases des conquis sociaux sont pas les mêmes. Par exemple, moi j'ai appris que on voulait faire grève tous ensemble sur les salaires. Bon, ben, donc au Royaume-Uni, on peut pas faire grève si la moitié des salariés n'est pas d'accord pour faire grève.
En Allemagne, on ne peut pas faire grève, hormis dans la plage, là, dans une plage très petite sur laquelle il y a une négociation salariale au niveau des branches. Du coup, pour faire grève tous ensemble, c'est compliqué. Donc, mais il y a des choses, voilà, enfin, il n'y a pas de comité d'entreprise partout. Donc, il y a des choses qu'on peut faire. Mais ça, c'est possible de les gagner dans les discussions avec la direction, parce qu'autant sur les salaires, c'est compliqué, autant sur la question voilà, des dispositions sociales, des fois, on arrive à faire avancer des choses. Tout ça pour dire que la valeur de l'exemple est importante et qu'on peut faire avancer des choses petit à petit. Donc voilà, donc j'en arrive à ma vraie conclusion. Donc je crois qu'aujourd'hui, les salariés ont beaucoup de choses en main. En vrai, on a beaucoup de choses en main. Il faut les gagner pied à pied, mais je pense qu'en fait, notre rôle, et je rejoins, je crois que c'était Marie-Claire, je ne sais plus qui, mais c'est effectivement dans les entreprises de donner l'envie, de montrer que quelque chose, qu'un autre système est désirable et souhaitable. Alors, là, je parle dans une boîte d'ingénieurs, enfin, donc faut regarder un petit peu partout, parce que vous connaissez l'histoire du bateau et de la mer là. Et c'est pour ça que c'est important de s'organiser dans les entreprises, termes syndical et politique en fait. Voilà. Il y a la question de la démocratie qu'il faudrait vraiment creuser parce qu'effectivement, enfin moi je trouve que alors c'est peut-être un point de vue très particulier, mais je crois que cette question-là, en fait, j'ai l'impression qu'elle a un peu reculé quand même. J'ai l'impression qu'il y a une dizaine d'années, on parlait plus de démocratie dans les boîtes qu'aujourd'hui, mais il faut quand même regarder comment on fait pour et pourquoi il y a des blocages et comment les dépasser parce que c'est important. Euh, et puis aussi, bah, dans la perspective de renverser un petit peu l'ordre des choses et d'avoir une transformation, il faut regarder aussi dans ce nouvel environnement comment, où taper pour que ça fasse mal. C'est-à-dire que c'est pas forcément l'organisation de la protestation, des grèves, etc. Et peut-être à réfléchir d'une façon différente que ce que, enfin, trouver, à mon avis, parce que par exemple, les ingénieurs, quand on n'a pas de site de production, un ingénieur qui va travailler dans la stratégie marketing, bah, quand il fait grève, il faut qu'il fasse grève longtemps pour que ça se voie. Et donc, comme on n'a plus d'industrie en France, ou plus beaucoup, bah, la question se pose, hein. Donc, il y a des choses il y a des choses à réfléchir aussi pour avoir des moyens de pression pour que justement, on parlait de conflits sociaux, bah, que les conflits sociaux est un vrai point. Voilà. Donc, je m'en arrête là. Voilà. J'espère que ça n'a pas été trop long.